Je vais dire que je me fais rire. J'aime quand les clients sentent que je suis fort. C'est-à-dire, j'ai tellement donné ce qu'il faut. Non, ça, il y a une satisfaction. Elle est personnelle, quoi. Oui. Parce qu'avant-nous, d'autres ont marché sur le même chemin, nous allons aujourd'hui à la rencontre de l'un de nos illustres aînés, un aîné dont le visage va sans doute vous sembler familier, l'aîné Yann-Éric Nguessan. Bonjour aîné, est-ce que vous pourrez vous présenter à notre auditoire pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? En tout cas, merci à mes jeunes frères et sœurs ECS, vraiment, qui est une école très prestigieuse. Je ne suis pas très habitué à faire des interviews, mais pour la famille ECS, je me dis qu'il fallait que je me dépasse, que je vienne en tout cas essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc je suis très content de cette invitation. Je trouve aujourd'hui que la jeunesse ECS est en tout cas plus brillante en termes de technologie, en termes d'image. Et je crois que ça fait que d'autres auront envie d'être en ECS. Donc, le mot ECS, une empreinte d'expertise, vient assez fièrement de la 8e promotion dont je suis un illustre. Donc, je suis Yann-Éric Nguessan, 8e promotion ECS, expert comptable, diplômé, associé à Deloitte, et j'ai cumulé plus de 28 ans d'expérience professionnelle. En tout cas, ravi de rejoindre ma cadette Joyce. Merci. Merci aîné. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'externalisation comptable et de la performance des entreprises en Afrique. Alors, avec votre expérience, quels sont les principaux défis de la transformation financière des entreprises africaines aujourd'hui? Merci en tout cas pour cette question que j'ai trouvée très technique. La première chose en tout cas, c'est la technologie, donc la digitalisation. Les premiers défis pour moi, c'est la conduite du changement, les résistances au changement. Et non. Moi, je m'estime être de la vieille école. Donc, je trouve que le chemin à se familiariser avec des outils qui permettent d'être plus performants, d'être plus rapide, de mieux, en tout cas, capter les données, j'ai mis en tout cas un temps à m'y adapter. Et comme on dit, hein, si vous ne faites pas l'informatique vous fera. Donc, c'est très important. Donc, le premier point, le premier défi, c'est la résistance au changement. Donc, il faut que, en tout cas, les différents récipiendaires apprennent déjà à se laisser aller et à comprendre. Le deuxième point, bien sûr, quand on parle de digitalisation, il faut effectivement avoir la formation adéquate. Donc, trouver effectivement les bonnes personnes qui vont vous donner la bonne information pour que derrière, vous soyez derrière des sachants. Le troisième défi pour moi, c'est, quand je dis la technologie, c'est la connectivité Internet. Vous savez, c'est vrai qu'il y a de grosses entreprises en Côte d'Ivoire, il y a des PME, mais il y a encore pas mal d'entreprises, issues des PME ou TPE, qui en tout cas rament au niveau de cette connectivité-là. Parce que quand on parle de digitalisation, forcément, ça passe par des réseaux, donc il faut avoir un pack informatique assez important, assez puissant. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ça, à part les grosses que vous connaissez. Donc voilà, je pense que c'est ce que je peux dire, en tout cas, d'entrée de jeu. D'accord. Donc, en quoi est-ce que l'externalisation comptable et la digitalisation des processus financiers contribuent-elles à la performance et à la transparence des organisations, selon vous? Alors, OK, au niveau de la performance, moi, comme on dit, je suis expert comptable. Mon métier, c'est les chiffres. Celui qui crée son business à la base, ce n'est pas une personne des chiffres. Donc, en externalisant leur comptabilité, ça va permettre de se concentrer sur leur corps de métier. À chacun son métier, comme on dit. La personne se focalise sur son business, pendant que nous, on se focalise sur bien traduire des données financières. Donc ça, c'est la première chose qui peut rendre performant. Parce que si ils n'ont pas une comptabilité digne de ce nom, en cas de contrôle fiscal, il peut y avoir des hiatus ou des bugs. Donc c'est important au moins que chacun se spécialise dans ce qu'il fait. Spécialisation du travail va conduire en tout cas à une meilleure performance. D'accord. Donc c'est pour ça. Digitalisation aussi, pourquoi? Parce que derrière, il y a beaucoup de données qui sont enregistrées, sauvegardées. Parce que nous, par exemple, dans notre solution au niveau de Deloitte, tout est enregistré sur un cloud, donc qui reste avec une durée de vie
illimité, c'est extrêmement protégé. Donc, avoir un outil comme nous, c'est le portail de Deloitte, c'est garanti en tout cas une transparence, une sécurisation des données et puis une fiabilisation avec le client. Je donne un exemple. C'est vrai qu'on a tous des adresses Internet, mais quand on rentre sur notre portail Deloitte, le portail de Deloitte, on a une communication uniquement avec le client. C'est-à-dire que dans mes liens que j'ai avec le client, ce n'est pas perturbé par des informations d'autres clients. Parce que quand vous êtes sur Outlook, il y a 10 000 clients qui vous écrivent. Mais quand vous entrez sur le portail, je vais écrire uniquement à Joyce. Tout va être sauvegardé. Donc, on a l'impression que Joyce est près de moi. Et Joyce a l'impression que je suis à côté d'elle. Et c'est important, elle a l'impression que je me sens rassuré. En plus de notre réactivité qui est derrière. D'accord. Donc, vous venez accompagner les entreprises dans leur processus pour rendre les informations plus transparentes pour les utilisateurs et les aider à eux-mêmes s'aider, on va dire. Parce qu'eux, ils sont experts dans leur domaine et vous venez pour rendre transparent leurs chiffres. Exactement, ça c'est d'accord. Donc, quelles erreurs est-ce que vous observez le plus souvent dans la gestion des entreprises, dans leur processus financier? Bon, la première chose, c'est le contrôle interne. D'accord? Contrôle interne, généralement, très moyen. De toute façon, vous savez que le contrôle interne, c'est un système qui permet en tout cas de sauvegarder le patrimoine de l'entreprise. Donc, nous avons pas mal d'entreprises qui ont des failles de contrôle interne. Déjà, parce que c'est fait de manière familiale, on confond des fois la caisse et le chiffre d'affaires. Donc, il y a le contrôle interne. La séparation des tâches. Vous savez, il y a toujours un triptyque, 3 points. Il ne faut pas que celui qui saisisse soit celui qui donne les autorisations et soit celui qui part prendre l'espèce. Donc, il se trouve que c'est dans certaines entreprises de petite taille, il y a une personne qui fait tout ça. Donc, c'est dangereux. Si la personne n'est pas honnête, c'est très dangereux. Donc, voilà. On demande aussi, le contrôle interne doit être consigné par rapport, je crois que c'est l'article 16 de l'OHADA qui recommande aujourd'hui à toutes les entreprises d'avoir une manière de procédure. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est pas vérifié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la loi aujourd'hui. Nous devons avoir une manière de procédure. Une manière de procédure, mettre toutes les procédures qu'il faille pour qu'une entreprise, en tout cas, soit sur les bons rails. Il y a pas mal qui n'ont pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Pas parce que c'est pas écrit. Mais il faut au moins ça pour pouvoir, en tout cas, prospérer. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette externalisation que vous faites, vous facilitez un peu l'audit financier de ces entreprises-là? Oui, je dis parce que, vous savez, les clients, si je vends par exemple des bananes, le fait d'avoir pas mal de petits papiers, des petits achats, pour moi, des fois, c'est pas important, donc je peux perdre. Dans la digitalisation, vous m'envoyez tout ça automatiquement. Je scanne, donc je dis que même si les documents sont perdus, ils sont déjà scannés au moins une fois. Et ça, c'est très, très important. Donc, on a déjà l'historique des données. Et si déjà, dès le départ, vous avez l'appareil, très tôt, vous scannez, vous avez très peu de chances de perdre des pièces. Et plus j'ai de pièces, plus j'ai une comptabilité qui respecte toutes les normes pour être fiable et correcte. Donc voilà, donc oui, en ce sens-là, on aide. Mais il faut que le jeu soit joué de part et d'autre. Voilà. Vous ne réussissez une mission que par rapport à des facteurs de réussite. Ça veut dire quoi? De la même manière, nous, on doit donner le meilleur de nous-mêmes pour que vous soyez satisfaits. De la même manière, nous jouer le jeu pour donner toutes les informations. Je dis bien toutes les informations. Parce que le mot exhaustivité, quand vous voyez, c'est une des erreurs potentielles en audit, c'est important. L'exhaustivité de l'information. Donc, plus j'ai la bonne information, plus j'ai tout, plus je la rends comme il faut et plus vous êtes satisfait en tout cas du bilan. D'accord, merci beaucoup Aimé. Alors, comment est-ce que les normes IFRS influencent-elles la gouvernance et la compétitivité des entreprises face aux multinationales? Bon, ça, j'ai vu, cette question est assez complexe. Déjà, il faut dire, dans l'espace OHADA, en tout cas déjà en Côte d'Ivoire, qui est dans l'espace OHADA, il y a très peu d'entreprises qui utilisent les normes IFRS. Les entreprises cotées, je crois qu'il doit y avoir une quarantaine, une cinquantaine qui sont cotées à BRVM, et puis l'obligation, les banques. Donc, on a 27 ou 28 banques qui utilisent les normes IFRS. D'accord. Ici, les normes IFRS sont tournées vers l'investisseur. Donc, ça veut dire quoi? Moi, quand je dis ces normes-là, je dois avoir le maximum d'informations précises qui me permettent à un moment donné de prendre une décision d'investir ou pas. Donc, forcément, avec ce canevas de normes qu'il y a au niveau des normes IFRS, on ne peut être qu'amené à exceller.
Vous savez, aujourd'hui, il y a le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et les notes annexes. Les notes annexes en IFRS sont énormes. Énormes. C'est que quand vous finissez de lire logiquement des notes annexes des IFRS, vous avez un flux d'informations incroyable. Et c'est ça. Et donc, celui qui pratique les IFRS se doit de suivre ça. Et c'est pas évident. Parce que derrière aussi, il y a le contrôle interne que vous devez renforcer. Je suis commissaire au compte d'une banque de la place. Je vous assure qu'ils utilisent les IFRS. C'est un savant mélange, vous savez, un savant mélange de technicité, de se mettre à jour, de revoir chaque fois le contrôle interne, de se poser chaque fois les bonnes questions et puis d'améliorer ce qui demande d'être amélioré. Donc, effectivement, en utilisant les normes IFRS, en tout cas, quand vous appliquez, quand vous jouez le jeu, vous avez un niveau d'information qui est de plus en plus lisible, de plus en plus clair pour l'investisseur. IFRS veut dire investisseur. Donc, quand je dis investisseur, avant de mettre l'argent dans l'entreprise de Joyce, je veux savoir si je vais retirer un bénéfice. Et c'est tout ce qui est écrit, bien sûr, par des cabinets dignes de ce nom. C'est vrai que nous sommes dans les Big Four, moi je suis Deloitte, mais je pense que être expert comptable, c'est être et paraître indépendant. Donc, si tout le monde suit ça, suit ces informations, logiquement, un très bon expert comptable peut accompagner n'importe quelle entreprise via les normes IFRS, qui les rendent encore plus compétitifs. Et quand vous partez sur les marchés internationaux, il y a plus les normes IFRS qui parlent. Donc, vous avez beau présenter un bilan en 6 quadrats révisé, vous va vous demander ces bilans en IFRS. Donc, si demain vous voulez vendre, parce que vous devez parler le même langage. Le gars international, il va plus comprendre un bilan en norme IFRS que votre bilan en 6 quadrats révisé. Exactement. Voilà, surtout qu'il y a quand même quelques petites différences à l'intérieur, enfin des différences. Parce que je crois que le 6 quadrats révisé par rapport au PCG s'approche un peu plus des IFRS que le PCG. Ouais, non, parce que par exemple, nous, on immobilise beaucoup le crédit bail, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Vous savez qu'on immobilise le crédit bail, c'est pas le crédit d'une dette financière. Voilà. Voilà, ça, nous, on le fait constamment. En tout cas, si les conditions sont réunies. C'est pas forcément le cas dans le PCG. Donc, on est beaucoup plus vers les IFRS. Mais les IFRS sont un peu en avance. Et donc, voilà. D'accord. Donc, à la longue, est-ce que toutes les entreprises ne devraient pas pencher vers les normes IFRS? Non, je ne pense pas que ce soit comme ça, parce qu'il faut déjà avoir une bonne ossature. Même en France, toutes les entreprises n'ont pas les normes IFRS. Parce que je ne vais pas me fatiguer à faire des normes IFRS si j'ai un chiffre d'affaires qui n'est pas digne de ce nom. Donc c'est ça. Donc c'est surtout les grosses entreprises qui ont une obligation d'avoir des normes IFRS. Comme je vous l'ai dit ici, vous voyez, CAC 40, enfin, BFVM, et puis les banques. Donc il y a 2 bilans. Il y a le bilan que je donne aux impôts et j'ai une obligation de bilan des IFRS. D'accord. Merci, Aimé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier? Pour moi, c'est plutôt, je suis plus axé sur la satisfaction du client. Je vais dire que j'aime quand les clients sentent que je suis fort. C'est-à-dire, j'ai tellement donné ce qu'il faut. Non, ça, il y a une satisfaction. Elle est personnelle, quoi. Oui, exactement. Quelqu'un voit, M. Nguessan, vous m'avez vraiment aidé, ou vous avez résolu des situations complexes. Il vient vous voir, il est un peu désespéré, vous le tirez d'un guépier, vous donnez les bons conseils. Quand il suit et que ça se passe bien, c'est ça, moi, c'est ça, ce métier. Et puis, le fait qu'on rencontre des gens, parce que dans tout notre métier, quand on parle d'audit, c'est pas l'écoute. Donc, vous devez aller vers les gens, comprendre leurs problématiques et donner des solutions à votre niveau. La base de tous nos métiers, c'est la comptabilité. Même si aujourd'hui, c'est la chose qui coûte le moins cher en termes d'honoraires. Vous ne pouvez pas avoir de conseil si vous n'avez pas de comptabilité. Vous ne pouvez pas avoir de contrôle fiscal s'il n'y a pas de comptabilité. Vous ne pouvez pas faire des conseils financiers s'il n'y a pas de comptabilité. Exactement. Vous ne pouvez rien faire. Donc la base même, c'est la comptabilité. C'est pour ça que je suis content d'être expert comptable. La base, c'est la comptabilité. Donc déjà, je suis content d'avoir ça et je pense qu'une bonne comptabilité permet de générer toutes les choses. Quand vous faites des due diligence, ça part sur des chiffres. Les gens vont venir auditer vos chiffres. Si vos chiffres sont bons, c'est facile derrière de faire la due diligence. S'ils ne sont pas bons, ça c'est autre chose. Voilà. Parce que quand je viens prendre quelque chose chez vous, je n'ai pas confiance en vous à la base. C'est le business. Non, je vais regarder vos chiffres, je vais les challenger. Donc, une bonne comptabilité, ça facilite les choses pour celui qui veut venir investir. Exactement. Voilà. Donc, je suis dans une optique
on investit pour faire des choses beaucoup plus grandes. C'est cette optique que je suis. Et c'est pour ça que tous les experts comptables se doivent d'aider les entreprises. C'est comme le médecin de l'entreprise. Donc, tout ce que le client sait, l'expert comptable doit savoir. Il ne doit pas cacher quoi que ce soit. Et pas être médecin après la mort. Vous devez donner des informations avant. Voilà. D'accord. Donc, la satisfaction déjà de venir en aide à un client et un sentiment d'accomplissement personnel. Ok. Moi, je pense que ça, je dérive un peu, c'est un peu spirituel, quoi. Le plus important, c'est d'aider les gens. Parce que vous n'imaginez pas, le fait d'aider les gens, de donner le sourire à quelqu'un, vous avez une joie personnelle, interne, ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'est vrai que nous, on le fait en ayant des honoraires et tout ça, mais quand vous faites bien votre travail, que le client vous paye, il est content de vous payer. Et puis surtout, quand vous faites bien le travail, c'est peut-être un prescripteur. On va dire, mais Yann-Éric est un expert comptable qui est très bon, allez chez Yann-Éric. Et c'est là que vous avez votre empreinte. Et la sensation aussi de savoir qu'on a fait un travail qui est utile, voilà, un travail qui est apprécié aussi. Exactement. D'accord. Donc, au-delà du professionnalisme, on aimerait savoir qui est vraiment Yann-Éric Nguessan. Moi, j'aimerais me définir comme quelqu'un de profondément porté vers l'humain. Ça vient déjà de l'éducation que j'ai eue de mon père. Il m'a toujours dit que c'est l'être humain qui est le plus important. Et je crois qu'on a cette grosse tendance à oublier dans nos sociétés à force d'avoir des enjeux de gloire, des enjeux d'argent. L'être humain reste la personne centrale dans un système. Sans l'être humain, vous ne pouvez rien faire. Donc, je suis profondément porté vers les humains. Je pense que je suis un des rares associés, par exemple, à Deloitte, qui fait l'effort de passer et de dire bonjour à tout le monde. À chaque membre de mon équipe, je tends la main ou je fais une bise. Aux autres, je passe un petit sourire, bonjour, vous allez bien, voilà. Donc, c'est ça que moi j'ai défini, parce que j'estime que, vu que je passe 80% de mon temps éveillé en entreprise, il faut que l'environnement où je travaille soit le meilleur, que les gens aient envie de travailler pour moi, que les gens aient envie de se sacrifier pour moi. Donc, si vous n'avez pas cette notion humaine, pour moi, qui est une base du management, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Et vous savez, comme cette notion humaine, moi je pense que j'ai des anges gardiens dans mon équipe à Deloitte. Des gens qui sont plus petits que moi, mais je pense que c'est eux qui me protègent parce que je leur rends bien. Je permets en tout cas la critique. C'est pas forcément facile des fois de recevoir la critique d'un jeune qui pense tout savoir. Mais je vous dis, des fois, quelqu'un vous dit quelque chose et quand vous rentrez à la maison, vous dites, punaise, il a raison. Il faut avoir l'humilité d'avoir raison. Oui, pour moi, c'est une valeur cardinale. Hein. C'est une valeur cardinale. Vous savez qu'on dit l'humilité précède la gloire, c'est une valeur cardinale. Moi, je vous dis, je sais que dans ceux que je recrute, j'insiste en tout cas pour mes jeunes qui recrutent les plus jeunes, de voir ça. Parce que vous venez dans une chose, vous pouvez être premier de classe hein, pendant des années, et puis vous arrivez à Deloitte, puis vous pouvez être dernier. C'est pas facile quand on est premier, puis de sentir qu'on est dernier, ou de sentir qu'on est moins bon, qu'on n'est pas aussi utile qu'on le pense. Donc il faut y avoir beaucoup d'humilité qui permettent en tout cas de prendre les critiques positives, en tout cas la manière la plus positive pour pouvoir progresser. Parce que si vous êtes premier, vous avez l'habitude d'être premier, vous devez être premier à Deloitte également. Mais ça peut au départ ne pas se passer comme vous souhaitez parce que vous n'avez pas les mêmes paramètres. Donc l'humilité peut vous permettre d'avoir les choses. Et même dans votre attitude, vous savez, si vous avez un senior qui ne sent pas de l'humilité, il ne sera pas prompt à vous aider comme une autre personne qui montre un peu des élans d'humilité. Je n'ai pas dit de montrer de la faiblesse, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé d'humilité, de la bonne humilité. Des fois, vous êtes bon, vous dites non, je ne suis pas bon, je suis pas non, c'est pas ce que je demande. Dites de la bonne humilité. Quand vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas. N'ayez pas peur de dire que vous ne savez pas pour qu'on vous montre. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes premier que vous savez tout. La lecture, les gens ne lisent pas beaucoup. Hein. Vous voyez, non? Aujourd'hui, avec vos différents téléphones, de moins en moins vous lisez. Alors qu'il y a pas mal d'informations dans les livres. D'abord, pour savoir bien écrire le français, parce que moi, par exemple, je suis très à cheval sur l'orthographe. Parce que je vois des choses, c'est pas possible. Ça, si les gens prenaient l'habitude de lire, ils seraient différents aujourd'hui. Okay. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est que des relations humaines. Comment vous faites pour que votre N-1 donne le meilleur de lui-même? Comment vous faites lui dire qu'il n'a pas bien fait son travail, mais qu'il parte, au contraire, qu'il se dise, ah, c'est
un grand frère qui lui a dit qu'il n'a pas bien fait le travail, il y a des choses à corriger, et surtout que vous donnez la voix pour que la personne corrige. Et c'est ça, le respect. Le respect, c'est réciproque. C'est pas juste, moi, on me doit du respect, je dois aussi du respect à celui qui est en deçà de moi. C'est très important. Voilà. Donc, voilà ces petites valeurs-là qui, pour moi, permettent en tout cas d'avancer dans une société. Et puis la vérité, aller vers plus de vérité. Voilà. Être associé, c'est rien du tout. C'est peut-être difficile d'y parvenir, mais c'est rien du tout. C'est surtout pas la fin du monde. C'est surtout pas la fin du monde. Il faut que les gens comprennent bien. Voilà. Quelque chose que vous réussissez, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui est le plus important. C'est ce que vous faites avec ce que vous gagnez qui est le plus important. Vous devez impacter les autres. Vous devez penser à impacter les autres. C'est comme ça que vous deviendrez le vrai leader. En tout cas, ça, c'est ma position. Merci, Aîné. Vos mots sont vraiment très forts. Et quelque part, on voit que dans cette notion d'humilité, il y a déjà une notion de respect. Il y a devoir savoir accepter les critiques, savoir se remettre en question et avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on a des limites et qu'on est conscient de ses qualités, de ne pas se rabaisser, mais pouvoir accepter les critiques de l'autre et savoir qu'on n'est pas parfait en vous, qu'on est limité. C'est clair. D'accord. Et que signifie pour vous avoir un bon personal branding? Déjà, avoir un personal branding, ça c'est des nouveaux termes là de vous les jeunes là. Mais je pense que pour avoir ça, c'est essayer d'avoir une empreinte, hein, une marque. Voilà. Qu'est-ce que vous véhiculez? Déjà même, il y a une histoire de confiance en soi, une histoire de se connaître, une histoire de corriger, en tout cas, les points à améliorer. Donc, moi, je pense que c'est ça pour moi, avoir un personal branding. Et il faut que le public ait confiance en vous. Vous avez un client qui dit, quand vous partez chez Yann Eric, quand il connaît la décision, il vous donne la bonne réponse. Quand il ne connaît pas, il vous dit, je vous reviens. C'est très simple. Hein? Je vous reviens. Parce que je suis expert comptable. Vous voyez, quand vous prenez le Lefebvre comptable, il est énorme. C'est écrit tout petit. Vous croyez que moi, je maîtrise à 100% le Lefebvre comptable? Non. Même le document, le bouquin Cisco Ada révisé, il y a 1377 pages. Qui suis-je pour pouvoir maîtriser tout ça? Donc, ouais, non. Donc, c'est ça. Moi, je pense que le public, moi, en tout cas, je souhaite que le client ait confiance en moi, confiance à mon deal. Et moi, mon deal, je lui dis que sur des preuves. Je ne vais pas venir faire l'intéressant. Je ne connais pas et puis je fais comme si je connais. Parce que ça aussi, hein, il y a des gens, parce qu'on dit qu'il faut toujours bien paraître. Parce que c'est un peu le monde en Côte d'Ivoire, il faut toujours bien paraître. Voilà, je n'ai pas trop compris, quoi. Je préfère quand je dis quelque chose, c'est parce que je connais mon sujet, que je sais l'étayer et j'ai les preuves, j'ai les faits qui montrent ce sujet-là. En tout cas, moi, c'est ce que moi je vois dans mon personal branding. Donc, si je devrais avoir un manager qui s'occupe de ça, c'est cette image-là que je veux qu'il transparaisse, quoi. Voilà. Savoir aussi que, et ce côté humain, qui est très important, je pense être un bon manager, ça aussi c'est très important. Voilà pour moi, ça mon empreinte. Merci, Aîné. Alors, on vient à une question très intéressante quand même. On va parler de votre style personnel. Donc, on remarque que vous avez un style différent de vos confrères experts comptables qui ont généralement la tête rasée. Ouais. Est-ce que vous avez déjà ressenti des jugements par rapport à cela et comment est-ce que vous avez réussi à faire accepter votre authenticité? Je ne sais pas comment je vais répondre. D'abord, ça me fait sourire cette question. Je ne sais pas comment je vais répondre, si je dois répondre franchement ou si je peux être sérieux dans la réponse. Mais la première chose, c'est que depuis 3 ans et demi, j'ai décidé d'être plus en conformité avec moi-même. Encore plus que je le suis. Donc, je dis, je laisse pousser mes cheveux. N'en déplaise à Pierre ou à Paul, je laisse pousser mes cheveux. D'accord? J'ai trouvé que, apparemment, ça semble mal. Donc, c'est comme ça que j'ai laissé pousser mes cheveux. Et parce que j'ai un peu cette vision anglo-saxonne-là. C'est pas ma tête, mes cheveux ou pas qui font mon travail. Les cheveux, c'est une apparence. C'est une empreinte. Mais je pense aussi que je peux le faire parce que je suis arrivé à un stade de ma carrière, j'ai plus de 28 ans d'expérience. Donc j'ai très peu de personnes qui peuvent venir dire
où on va, voilà. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Si j'avais 30 ans, je n'aurais pas fait ça. Vous voyez, parce qu'il y a des normes. Vous avez une entreprise, vous devez suivre les normes. Si tous les gens ont des cheveux hirsutes, vous avez des cheveux hirsutes. Si ils ont tous les cheveux, voilà. C'est pas facile de détonner, parce que si je me mettais à détonner déjà très jeune, il faut être vraiment, vraiment excellent. Or, comme je me considère comme un travailleur, je ne peux pas faire ça. Mais là où je suis à un stade, et je vous assure, c'est marrant, j'étais convoqué il y a 2 semaines avant de partir en France, à la commission bancaire. J'étais en un très beau costume, mais avec les cheveux là. Donc quand je suis rentré, il y avait 30 personnes, je vois, ils me regardaient et disaient, ce monsieur-là, d'où il vient? Mais vraiment, je vais vous dire que je dépasse ça, quoi. Ce que les gens pensent de vous, c'est pas aussi important que ça. C'est ce que vous êtes réellement. Donc ceux qui ont la chance de m'approcher peuvent savoir ce que je suis. Donc je n'ai pas honte d'avoir. Maintenant, j'ai la chance que ça me va un peu, hein, parce que j'ai eu quand même des gens qui ont dit, Yannick, ça te va très bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau avec. Puis voilà, donc voilà. C'est pour ça que j'ai laissé, quoi. Mais c'est pas ce que je conseille quand vous commencez votre carrière. Soyez dans les rangs. Quand vous serez sûr de votre valeur, vous pouvez vous permettre un peu ces genres d'excentricité. D'accord. Donc rester authentique, mais savoir aussi s'adapter et rester dans le cadre. Voilà. Parce que la dernière fois, j'étais à l'ordre et puis j'ai vu je dirais un vieux père là, il dit, ah, mais écoute, Yannick, il faut couper tes cheveux, hein, tu es un expert comptable. Donc déjà, vous avez des gens, des papas là, qui sont toujours réfractaires. Mais comme je vous dis, soyez vous-même, soyez serein. Quand je prends la parole là, je n'oublie pas que je m'appelle Yannick. Ouais, donc vraiment, il y a des choses qui ne sont pas utiles, quoi. Et quand vous partez en Angleterre ou aux États-Unis, vous voyez des gens, comment ils s'habillent, vous y croyez pas. Mais ce sont les meilleurs dans leur domaine. Ça ne définit pas qui vous êtes, en fait. Voilà. Ça ne définit pas votre Sauf valeur. ceux qui vous approchent. Exactement. Donc, il ne faut pas s'accroboter sur l'apparence. C'est vrai que c'est important. Ouais, je suis venu, j'ai mis un costume, je n'ai pas mis de cravate, mais je sais que j'avais un entretien. Quand même, je fais l'effort d'être présentable. Voilà, je ne vais pas venir en haillon, ça c'est clair, ça c'est sûr. Mais en même temps aussi, laissez-moi être ce que je suis. Parce que si c'est comme ça que je suis à l'aise, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et quand je suis plus à l'aise, je peux parler beaucoup plus librement. Exactement. Donc, vous voyez ce que je me dis? Donc voilà, mais sinon, effectivement, il y a des critiques. Quoi. Puis il y a des gens qui disent, bon, mais gars, si vous n'avez pas de cheveux, c'est pas ma faute. Hein. Peut-être que je vais vous en donner. Parce que les gens de mon âge, il y a pas mal qui ont des pertes de cheveux. Mais bon, pour le moins, c'est ma chance. Le temps que ça arrive, pour le moment, c'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver, je vais avoir les cheveux courts, comme tout le monde. Mais pour le moment, c'est ça. Parce que même mes petits frères ont les cheveux courts. Celui qui me suit, il est chaud. Voilà, voilà. Chacun sa chance dans la vie, quoi. Vous voyez, non? Donc voilà, je suis pas là pour regarder Pierre ou Paul. Ma mère m'a appris à ne pas envier. Donc je ne souhaite pas ce qu'on m'envie, je n'envie pas les autres, quoi. Et ça aide énormément. Hein. Parce que j'ai pas mal d'amis qui sont DG, qui ont des salaires comme ça, qui ont des maisons comme ça, voilà. Ils sont mes amis. Voilà. Donc si je pars là-bas et puis je me mets à les envier, c'est moi qui serai le plus malheureux. Je ne suis pas venu ici-bas pour envier qui que ce soit. Je suis venu pour battre pour moi-même et en fonction de mes valeurs. C'est ça. Si vous venez chez moi, s'il y a une table, c'est sur cette table que vous allez vous asseoir. Voilà. Bien sûr, des fois, ça fouette un peu l'orgueil quand vous voyez quelqu'un qui a une grosse voiture, mais c'est juste un petit sentiment que vous avez, quoi. Les vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est pas ce qu'on a. C'est ce qu'on a dans le cœur qui est le plus important. Parce que les autres, c'est un peu éphémère aussi. Ça, c'est clair. D'accord, René. Selon vous, à quel moment l'image qu'on renvoie devient un atout ou un frein dans votre carrière? Vous voyez, par exemple, je reviens sur mon côté capillaire. Vous voyez, j'ai vu un grand frère, hein, je veux dire un bon papa, qui dit, mais écoute Yannick, je ne suis pas d'accord avec tes cheveux. Le fait que tu laisses tes cheveux pousser comme ça, tout ça, ça ne fait pas très ordonné. Si j'ai malheureusement la chance d'avoir 10 clients comme ça va paraître compliqué. Ça vient à ma défaveur. Hein. Ça va paraître compliqué. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette ouverture d'esprit. Donc, c'est toujours... Ils ont du mal à faire confiance. Voilà. Ouais, non. Vous voyez, par exemple, les banquiers, c'est le costume gris ou le costume bleu nuit. Oui. Parce qu'on dit que ça fait beaucoup plus sérieux. Si vous venez, vous mettez des couleurs pas possibles, on va dire on n'a pas confiance, on va donner l'argent à un gars qui est un farfelu. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, moi, j'ai pris un costume bleu, je dis bleu roi. Je pense que j'inspire confiance. De par rapport à comment je m'exprime. Et je pense que je présente plutôt bien.
Je suis expert comptable, je suis fier d'être expert comptable et je me veux indépendant. Je suis et je parais indépendant dans ma manière de faire. Donc, le comportement, voilà, qui va plutôt guider mon choix. Donc oui, puis les cheveux, quelqu'un va me voir et va dire « Ah, c'est atypique ». Et puis quand j'ai commencé à discuter avec lui, c'est atypique, mais le gars il est bon. Donc pourquoi je coupe mes cheveux? D'ailleurs, je ne les coupe plus. Même. Je ne les coupe plus. Donc voilà, mais c'est vrai que des fois, il faut faire un peu d'effort, il faut toucher un peu parce que ça va dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave. C'est plus le contenu au final. Oui, c'est plus, moi, je pense que c'est plus le contenu, c'est ça. C'est ce que j'ai vu, tu vois, par exemple, assis, ouais, qui fait, c'est très joli, même si c'est plus en honte, là, c'est très joli, quoi, mais puis ça va dans l'air du temps, hein, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand les gens commencent à avoir ces cheveux-là, il faut bien. Sauf que comme moi, je suis plus vieux que ces gens, mais pourquoi ce vieux-là se met à faire ça? C'est maintenant qu'il veut vivre sa jeunesse. Non, c'est parce que j'ai envie d'être comme ça, c'est tout. D'accord, Aîné. Et Aîné, est-ce que vous avez des passions? Ah oui, j'ai une très grosse passion, c'est le tennis. Vraiment, le tennis. Je pratique au moins 6 heures par semaine et je m'impose de le faire. Je suis un lève-tôt. Samedi, dimanche, je joue à 6 heures. Généralement de 6 heures à 9 heures. Donc voilà, samedi et dimanche. Et puis je m'impose de jouer 2 heures le mercredi. Ah oui, c'est vrai. J'ai la chance d'être associé, j'ai la chance de gérer mon temps. Donc, chaque fois les gens disent, j'ai pas le temps. On a le temps. Comment ne pas avoir le temps pour faire quelque chose qui vous fait plaisir? C'est le seul moment où je pense à moi. Je pense ni à ma femme, ni à mes enfants, ni à Deloitte. Non mais, je suis sérieux. Hein. Pendant que je joue au tennis, quand je réussis un coup, c'est moi. J'échoue, je ne peux pas me gifler, c'est moi. C'est un moment privilégié avec moi-même. Donc pour moi, c'est vraiment important, en plus de faire le sport, vraiment important. Donc je paie même des tickets pour voir des tournois. J'adore vraiment ce sport-là et je me libère. Et c'est un sport, si vous regardez Internet, vous pouvez jusqu'à 80, 90 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez la bonne forme, le football, je jouais bien, mais bon, on se blesse tellement que j'ai arrêté. Et puis surtout, vous jouez avec d'autres personnes. Oui. Donc des fois, quand ça ne va pas, ce n'est pas forcément toujours votre faute, ça peut être la faute du voisin. Voilà. Le tennis, c'est un sport individuel et j'aime les défis. Donc comment je vais jouer? C'est soit pour gagner, soit pour perdre. Mais il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de match nul. Donc j'aime ces petits combats-là, quoi. Donc j'hésite dans les combats. Et comme je suis très taquin, je joue, je l'ouvre. Donc j'énerve mon adversaire. Quand je perds, bon, tant pis. Mais quand je gagne, ça ajoute encore à tout ce que je vais dire derrière. Donc pour moi, c'est un savant mélange, quoi. Donc franchement, j'adore. C'est un sport que j'adore. C'est quoi que vous aimez le plus dans le tennis? Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Non, une paix, franchement une paix. Et puis un dépassement. Vous savez, Axel Moulot, ça me fait rire de dire son nom, qui me voit bien. Axel Moulot, je lui ai dit de m'appeler maître. Il y a plus de 20 ans, Axel Moulot et moi. Mais je le tape au tennis. Il me dit non, c'est passé à longtemps. Je dis non. La résistance, je vais chercher des balles, il pense que je ne vais pas aller les chercher. Donc, cette satisfaction-là de me dépasser. Le sport, c'est ça l'avantage du sport. Vous vous dépassez en un coup, c'est rapide, c'est visible. Le boulot, il faut beaucoup de mois, des fois, pour vous dépasser, pour atteindre quelque chose. Mais le sport, c'est rapide. Il y a un problème. Quelle est la solution que vous allez trouver pour gagner? C'est tout. C'est rapide. Si vous ne la trouvez pas, vous perdez. Si vous trouvez, vous gagnez. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis, c'est vraiment un moment d'évasion. Et puis, quand on est frustré, le fait de taper fortement la balle, là, vous avez l'impression que toute l'énergie négative sort de votre corps, quoi, quand vous tapez. Donc, vraiment, franchement, j'adore. Donc, des fois, je tape fort, même si ça sort des limites, je suis content. Je dis, j'ai mis un bon coup, puis voilà, les choses. Donc, vraiment, pour moi, c'est le sport par excellence. D'accord, Aîné. Donc, quel est votre joueur préféré de tennis? C'est Nadal. C'est Nadal. À force de travail, il est devenu talentueux. Et comme moi, j'estime que je ne suis pas un génie, je pense que c'est par le travail qu'on commence à devenir talentueux. Et puis pour moi, l'excellence, c'est la répétition du même geste jusqu'à le parfaire. Il faut répéter le geste. C'est très difficile. Parce que vous dites, bon, c'est ça, vous les plus jeunes là, je m'ennuie, j'ai vu. Non. Quand vous répétez, vous pouvez le faire de mieux en mieux. C'est ça l'excellence pour moi. Parce que pour moi, il y a très peu de génie. Hein.
Il y a des travailleurs. De la résilience. Voilà, c'est pour ça que je préfère, par exemple, au foot, je préfère Ronaldo. Si vous le voyez au départ, maintenant, le gars, il s'est construit. Messi, c'est un génie. Mais moi, j'aime pas. Je trouve qu'il a un don du ciel. Non, moi, je préfère, mon seul don, c'est mon travail. Voilà. Et la plupart des gens sont comme ça, en fait, je crois. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Nadal, oui. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'étais tellement pris de vitesse. Il est passé à côté de moi comme, voilà quoi. J'ai pas eu le temps de dire, viens, on va prendre une photo. Il ne comprend pas l'espagnol. Et voilà quoi. Et c'était à Montréal. Là, vraiment, il est vraiment passé quoi. Et puis, je l'ai vu 2 ou 3 fois à Roland-Garros. Voilà quoi. Mais bon, je suis pas trop groupie quoi. La dernière fois, je suis allé voir un footballeur là, un autographe. Comment il m'a parlé là, ça m'a refroidi quoi. Donc vraiment, j'ai toujours un peu honte d'aller vers ces célébrités là, même si je les aime quoi. L'influence, c'est Nadal. Donc on sent vraiment que vous êtes passionné, parce que déjà aller voir des tournois, c'est pas donné. C'est pas donné, mais bon, je pense que avec le petit salaire d'associé, quand même, on peut se le permettre. Petit salaire d'associé. D'accord. On peut se le permettre, mais tout est une question de vos priorités. Vos priorités. Si vous devez aller voir un match, vous savez que ça coûte 100 000. Vous pouvez mettre 10 mois à mettre 10 000 francs de côté pour avoir vos 100 000. Puis après, vous faites votre plaisir. Et c'est ça la vie. Et en fin de compte, c'est pour ça que vous travaillez. Ah oui, ça c'est clair. Donc c'est se faire plaisir. Ça c'est clair. Voir que vous avez mis votre argent dans quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Parce que je pense que quand vous me voyez là, je suis toujours souriant là. Parce que je pense que je mange la vie en tout cas à ma manière. Voilà, c'est très important parce que je pense que c'est ça qui fait que vous ne vieillissez pas. Et c'est important de se retrouver en face des jeunes parce qu'ils vous montrent qu'il y a vraiment pas mal de choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà, donc moi je trouve ça. Voilà. Mais je suis à 90% souriant, même si c'est quand ça chauffe. 90% souriant. Lui qui vient de voir, l'autre, il va voir. Il y a des jours où même on peut être triste, très triste quoi, mais bon, il faut sourire quoi. Si vous êtes triste ici, puis vous allez continuer à la maison. Hein. Ah, c'est ça. Donc voilà. Parce que vous passez 80% de votre temps là-bas. 80%. Et puis il faut trouver à part le sport, il faut travailler son spirituel. Voilà. En tout cas, la relation avec Dieu. Il faut la travailler vraiment de manière efficace, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut subir sur cette terre. Et si vous ne travaillez pas ce côté spirituel, là, c'est très, très important. Parce qu'il y a une grosse maladie dont on ne parle pas souvent, la dépression. Attention, la dépression existe. Et nous, les Noirs, maintenant, ça va avoir honte d'aller chez le psychologue et tout ça. C'est un vrai sujet. Et cet été, j'ai été profondément frappé parce que j'ai un de mes très bons amis, c'est-à-dire un frère qui est passé de vie à trépas, il s'est suicidé parce que ça faisait 15 ans qu'il déprimait. Donc, il faut partager les choses avec les gens. Il faut partager les choses, trouver les bonnes personnes. Évitez de penser que vous seul pouvez résoudre la situation. Parce que Dieu, il s'exprime à travers les autres. On dit l'enfer, c'est les autres. Mais si vous avez la chance de choisir les bonnes personnes, vous aurez un bon retour. Ils vont vous aider. Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas faciles à vivre des fois. Donc, très, très, très important. C'est ça que je dis toujours, hein, quand je reviens. Le plus important, l'humain. Je ne vous ai pas parlé du boulot, je ne vous ai pas parlé des performances. Hein. Le plus important, c'est l'humain. Parce que si l'humain est à l'aise, le monde va être que plus beau. Donc, quelque part, quel est le secret du bonheur pour vous? Qu'est-ce qui nous aide à tenir le cap quand tout va mal, quand il y a trop de pression, quand on a l'impression de ne plus avoir le contrôle en fait? Non, je pense que déjà, il y a la famille qui vous entoure, votre famille biologique. Il y a, si vous avez la chance de travailler, vos collègues, vos amis, et puis quand même la forte relation avec Dieu, même si on ne le voit pas, la prière, et puis penser que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. D'accord, Aîné. Et concernant la vie étudiante, parce qu'avant d'arriver à Deloitte, vous avez passé un peu de temps sur la cité. Ouais. Comment est-ce que vos week-ends se passent en cité? Est-ce que vous étiez plus à l'assaut de la ville ou à rester en chambre en train de faire? Pas du tout, à l'assaut de la ville. J'ai à l'assaut de la ville. Je me souviens même des sorties avec Marc Wabi, où on partait danser en boîte de nuit.
On dansait tellement qu'on se retrouvait les fesses par terre, quoi. C'était une très, très belle période d'insouciance, une très, très belle période. La force de Marc, c'est qu'on revenait comme ça, après 3 heures, 4 heures, à 8 heures, il est assis, puis il bosse. Moi, c'est à midi, je me réveillais, puis l'après-midi, je continuais de bosser. Donc, il y avait ce côté-là de bosser, parce qu'il fallait avoir effectivement les résultats. On était très concentrés. Vous savez que nous sommes la seule profession ECS qui avait fait une grève dont Feu Zousco avait fait la grève. Il nous a pu donner cours après 2 mois. Et sur les 19 que nous sommes, il y avait en ce moment, le droit fiscal. Il y a eu 15 qui ont eu le droit fiscal. On a tous acheté le Maurice Cozia, chacun a bossé. 15 d'entre nous ont validé. Donc ça a rehaussé notre renommée. C'est là que j'ai compris que les profs aident, mais tout est dans les livres. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui peut vous limiter à aller très haut. Je dis personne. Donc ne vous laissez pas abattre par des phrases négatives. On ne dit pas à une personne, elle est nulle. On peut dire qu'elle a fait quelque chose de nul. Donc vous séparez l'être humain de l'action. L'action peut ne pas être bonne. L'action peut ne pas être bonne. C'est parce que l'action n'est pas bonne que vous n'êtes pas bon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc voilà, c'est pas une bonne action. Il faut dire, ce que tu as fait n'est pas bien. Il faut faire ça comme ça. Mais tu es nul, mais parce que là, non seulement il sait que l'action qu'il a faite n'est pas bonne, mais en plus maintenant, il y a un jugement de valeur sur lui, et puis il peut prendre ça pour lui, pour quelqu'un qui n'est pas fort d'esprit. Encore l'humain. Encore l'humain. Quand vous êtes un manager, on vous appelle pour vous rendre compte sur un job qui n'a pas été bien fait. Ne dites pas que c'est la faute de Joyce. C'est que vous tirez une balle dans le pied. Ça, c'est le mauvais management. Je ne veux pas l'accuser. Quelqu'un qui est mon N-1, c'est que j'ai pas fait mon travail. Vous prenez les coups et après, vous réglez votre problème avec le N-1. Ouais, je dis ça, mais ne croyez pas que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il y a des gens qui sont toujours prêts à dire que c'est le N-1, N-2. C'est trop marrant, quoi. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. L'humain. Je reviens. L'humain reste la personne la plus importante. L'humain. Donc voilà, on a bien gazé. Ça, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé. J'aimais bien sortir, aller dans les maquis. Je sais qu'il y avait à Yamsoko le vis-à-vis. Un coin où on vendait avant, c'était bien. Le poisson n'était pas cher. On se mettait tous autour de la dame. Même vous tenez votre poisson, quoi, parce que vous allez identifier le poisson que vous allez manger. C'était magnifique. C'était magnifique. On avait des séances de cinéma avec 2 bons films. Non, mais franchement, on était bichonnés à l'INSET. Moi, ça a commencé depuis ici scientifique. On était bichonnés. Donc, il y a tout pour que vous réussissiez. Tout pour que vous soyez les meilleurs. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette période-là. Voilà, surtout la partie insouciance. À la base, je suis un peu trop paresseux là. Mais bon, j'ai appris à travailler un peu plus pour pouvoir avoir les examens qu'il faut. Voilà. C'était très, très bien. Je garde un très bon souvenir de ma vie étudiantine. Très, très, très bon souvenir. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui vous a marqué en cité, des amourettes, bien? Ouais, il y a quelque chose des amourettes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est des bêtises. C'est le contrat INSET où il y avait des gens qui avaient leur copine d'Abidjan. Et puis quand ils arrivent sur la cité, ils donnent leur copine. Ça, j'ai trouvé ça assez particulier. Je ne dirais pas plus. Je trouvais ça assez particulier. Ce qui s'est passé à l'INSET reste à l'INSET. Ce qui s'est passé à l'INSET reste à l'INSET. Mais le truc qui m'a le plus marqué, c'est le jour où la Côte d'Ivoire avait remporté sa première CAN. Et on a ouvert la boîte de nuit, et puis on a couru jusqu'au centre-ville. Depuis l'INSET, ça c'était magnifique. J'avais plus de voix. Ça c'était magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je ne parle pas de la 3e Coupe d'Afrique qu'on a gagnée. Ça c'était un bonheur sans nom, mais c'était vraiment magnifique. Ça, je ne vais pas oublier, quoi. Et puis des profs, quoi. Il y avait des profs Garnier, qui était notre prof de comptable, qui nous a appris à démystifier. Non, d'abord, Cosmo Kondete, qui était notre prof de première année en comptabilité, nous a appris à démystifier la comptabilité, à réfléchir dans les process plus que les comptes. Et puis Garnier, voilà, c'est des gens comme ça qui nous ont marqué dans notre... Et c'est grâce à ces personnes-là qu'on a été expert comptable. Ah oui, j'ai oublié. 8e promotion, c'est la promotion qui a les plus d'experts comptables. Voilà, ça, la petite parenthèse. C'est l'empreinte d'expertise. C'est l'empreinte d'expertise, voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous gardez comme image de votre promotion? Est-ce qu'il y a certains de vos condisciples avec qui vous êtes restés en contact? Absolument.
absolument. On est une vraie famille. Mais vraiment, d'abord, on a un groupe WhatsApp, donc toutes les informations, voilà. C'est Diop même qui a créé le groupe WhatsApp, et j'ai trouvé que c'était génial. On réussit à se voir de temps en temps, des petits déjeuners. Tout récemment, on a un de nos frères qui a perdu sa maman, Apollinaire Amondi, qui est aux États-Unis, qui est venu, on l'a vraiment entouré. Donc c'est ça, cet esprit de famille-là. On s'inquiète des autres pour voir s'il y a des offres d'emploi. Je sais que il y a Eric Pobi qui a sa chef financière, qui est une ancienne de sa classe aussi. Ouais, non. Donc il y a cette entraide-là que je trouve magnifique. Et vraiment, nous sommes les premiers à avoir l'idée de faire ce genre de choses-là. La visibilité, on avait fait un journal. L'empreinte d'expertise, ça vient de Deloitte. Je crois que c'est Diop même qui a dû trouver, Diop ou Simon qui a dû trouver le nom. ECS, une empreinte d'expertise. Il y a eu un fort leadership de Marc Wabi qui a permis, en tout cas, à nous de se connaître. On avait blousé les gars d'ESCA, puisque la publicité l'ESCA qu'on voyait, mais nous, on avait été exceptionnels. C'est une promotion extraordinaire. Je suis très, très fier d'avoir appartenu à cette promotion, d'avoir des frères d'armes et des gens qui ont de bonnes valeurs. Je parle de valeurs, des gens qui ne trichent pas. Je parle de valeurs. On était sur les 19, 16 venaient du lycée scientifique. Il n'y a que Marc, Écrifou Bernard, qui est expert comptable. Marc, qui est également expert comptable, qui venait du lycée de Bassam. Et puis S. Benjamin, qui est en France, qui venait du lycée technique. Sur les 16 autres, c'était des gars du lycée scientifique. Donc, quand vous êtes sur votre feuille de devoir, même quand ça chauffe, là, vous ne regardez pas votre voisin. Une promotion magnifique. Et la plupart d'entre nous, ils avaient passé les deux ECS et ils avaient réussi. Moi, j'ai passé que ECS. Parce que moi, depuis la seconde, je voulais être expert comptable grâce à mon feu on. Donc, je faisais que les juniors carrière. Voilà. Une promotion extraordinaire. On a vécu de belles choses. On a réussi à réunir les premiers experts comptables en Côte d'Ivoire. On était en 4e année. On a fait un gala. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Maintenant, vous nous dépassez. Hein? Vous nous dépassez. Non, vous nous dépassez dans ce que vous faites aujourd'hui. Mais cette première visibilité-là, nous, on l'avait déjà, à nos petits moyens. Parce que là, on n'avait pas, parce que quand j'ai vu ce que vous levez comme fonds pour pouvoir faire, nous, on n'avait même pas 10 francs. Donc voilà, ça vous dit que faut faire en fonction des moyens qu'on a, quoi. Et je pense que par rapport aux moyens qu'on a, on s'est sublimé. Et donc, vous faites encore mieux, quoi, parce que j'étais au dîner leader, là. Vraiment, je trouve que vraiment aujourd'hui, là, l'UCS, c'est plus qu'une empreinte d'expertise, quoi. Vous êtes vraiment géniaux. En tout cas, félicitations. Merci, Aîné. Nous sommes surtout fiers de vous parce que c'est vous qui avez impulsé le mouvement et nous, on ne fait que le suivre et essayer de faire perdurer le label. Donc, merci à vous d'avoir tracé le chemin pour que nous puissions l'emprunter à notre tour. Ce qu'on retient de vous aujourd'hui, c'est que vous êtes une personne qui attache beaucoup de prix aux valeurs et à l'humain. Et on dit souvent qu'il n'y a de richesse que d'hommes, et on le comprend avec vous. Et c'était un plaisir de vous avoir, de discuter avec vous, et nous vous aimons beaucoup, Ellie. Merci, en tout cas, vraiment merci à vous, et merci pour cette opportunité. Bonne continuation. Je pense que vous allez avoir d'autres aînés qui vont venir. Vous avez eu, il y a 2 jours, mon frère Mel, qui dit qu'il est bon au tennis. Donc, comme vous m'avez dit ça, je vais le chercher pour qu'on puisse jouer ensemble pour voir de nous deux qui est bon. Donc, merci en tout cas, et puis vraiment à très bientôt. Donc, voilà. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de À la rencontre de l'ancien. Abonnez-vous, likez et surtout partagez.